Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur En toute puissance de V6, et on est à la suite de la partie d'avant, ça c'est logique. Par contre, on a fait une grosse pause blabla, on a énormément papoté dans le chat pour plein de trucs différents, mais c'était bien cool, c'était bien cool. Comme d'habitude, je vous le rappelle, vous dans le chat, Twitch, là tout de suite, maintenant, toi, là, tout de suite. Et toi aussi, YouTube, qui regarde du coup sur YouTube, mais du coup pas en temps réel, mais bref, vous avez compris l'idée. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre petit élément, expérience ou autre qui vous fait écho par rapport à ce qu'on lit, eh bien le marquez dans le chat, en commentaire. Il y aura plein de gens pour répondre, hein, parce que c'est un peu l'idée quand même de faire de l'interaction, tout ça, hein, vous savez. Oui, c'est bien, l'intelligence collective. Hein. Donc c'est fait pour, n'hésitez point, c'est fait pour. Voilà, et puis en plus vous avez même Axel qui vous fait un petit coucou. C'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau. Je reprends la lecture, on est parti. A noter que tout ceci est à rapprocher du chapitre sur les motivations extrinsèques et intrinsèques. L'environnement peut être plus structurellement cause de ces orientations, notamment en sapant l'autonomie, les feedbacks négatifs, les récompenses, les punitions, la surveillance, la compétition, l'évaluation, etc. Ou au contraire en la nourrissant, feedback positif, présence de choix, confiance, reconnaissance des difficultés, etc. L'orientation contrôlée étant somme des motivations contrôlées, régulation externe, introjection, et celle autonome de motivation autonome, motivation intrinsèque, régulation intégrée, régulation identifiée. Donc, en gros, il faut bien prendre en compte que votre environnement va en partie vous structurer. Généralement, plutôt très bien. Même si vous pouvez vous en détacher encore une fois. Vous avez des capacités à prendre un peu en contrôle quand même votre existence et au-delà de votre existence, surtout votre manière de fonctionner. Vous pouvez casser des conditionnements. C'est une possibilité. On a tendance à pas le mettre en avant, mais vous avez ce potentiel en vous. Ça reste compliqué, ça veut pas dire que du coup tout sera idyllique et magnifique parce qu'on est toujours dans une société qui est contrôlante, violente, à plein de niveaux et donc notamment en fait quand on se retrouve dans des situations où nous on casse ces conditionnements et qu'on se retrouve donc avec des fonctionnements autonomes, généralement on se trouve assez vite confronté à la société qui nous dit non, tu vas pas faire ça, tu vas pas penser ça, hein. Attention, hein. Mais voilà, ça reste quand même possible, sachez-le. Et donc, comment est-ce que c'est construit? Tout simplement, tout ce qui va être sapant au niveau de l'autonomie, donc globalement ça va être à peu près tous les codes sociaux qu'on nous transmet au sein de notre culture néolibérale, capitaliste, occidentale, hein, voilà tout ça. Ce sont des feedbacks négatifs, tout ce qui est le fonctionnement à la récompense, à la punition, la surveillance, la compétition, l'évaluation, etc. Enfin, tout ça, ça va vous mettre un cadre en fait qui est tout simplement contrôlant. On va essayer de vous mettre dans ce cas où en fait tout simplement vous devez vous conformer. Vous devez vous conformer au contexte, conformez-vous aux attentes de la société, aux attentes de vos proches et compagnie, et en fait ne pensez surtout pas du tout à vous et à ce qui pourrait vous plaire, non pas du tout. A contrario, vous pouvez également, et vous là tout de suite vous pouvez le faire avec vos proches, nourrir un côté plus autonome en venant tout simplement faire des feedbacks, en mettant en lumière la possibilité du choix dans les actions, quand il y en a un bien entendu, de mettre en confiance les personnes, de leur montrer que on est là, en fait, qu'on est là même s'ils vont dans telle ou telle direction. C'est quoi la différence entre des recommences et des feedbacks positifs? Il y a un terme que récompense peut-être. Récompense et feedback positif. C'est ça, ça doit être récompense. En gros, la récompense, ça sous-entend que on attend que tu fasses ce comportement-là, et si tu fais ce comportement-là, tu as ton petit bonbon. Ça, c'est une récompense. Feedback positif, c'est que tu échoues, tu réussis, on s'en fout, on te dira, t'as essayé, c'était une bonne idée, ça va pas fonctionner, c'est pas grave, mais t'as quand même essayé et c'est bien. Tu vois, on va venir apporter en fait un soutien. On vient montrer que en fait la démarche était bien, peu importe le résultat en fait. Ce n'est pas conditionné au fait d'avoir un résultat. Là où la récompense est uniquement conditionnée au fait d'avoir un résultat. Il faut que tu aies un résultat pour avoir une récompense. On s'en fout du résultat pour avoir un feedback positif. C'est ça la différence. Si on prend le cas, on va prendre le cas de l'enseignement, parce que c'est très parlant. Tu as une évaluation qui est faite. Ton prof te dit tu as eu 18 sur 20, très bien. Ça, c'est une récompense. Si à contrario, ton prof, que t'es 18 ou que t'es 2, il vient te voir et te dit
Il y avait de l'idée, tu peux renforcer, mais ça c'était plutôt une bonne idée, même si là ça n'a pas fonctionné, que c'était pas forcément adapté. Mais tu t'es débrouillé bien, aie confiance en toi, je sais que tu vas réussir la fois d'après. Ça, par contre, c'est un feedback positif. Là, on vient soutenir la personne dans ses démarches, peu importe le résultat en fait, finalement. La récompense pour moi implique un récompensé et un récompenseur. En plus, oui, tout à fait, complètement. Effectivement, dans le cas de la récompense, tu vas avoir quelqu'un qui a une autorité au-dessus de toi et qui va dédaigner te regarder et te dire oui, tu mérites ton petit bonbon. Alors que dans le cas du feedback positif, en fait, ça va dans n'importe quel sens. Tu peux faire un feedback à la personne comme la personne peut faire un feedback. On reprend l'exemple de l'enseignant. Quand tu as 18 sur 20 et que le prof te dit t'as bien travaillé parce que tu as eu 18 sur 20, bah en fait, tu as un sens très unidirectionnel. Ça peut faire bizarre si tu as l'élève qui vient et qui dit au prof bah, vous m'avez bien enseigné. Alors que dans le cas où, par contre, peu importe la note, l'enseignant va être là en train de dire non, mais il y avait des idées, t'as essayé et c'est déjà bien. Même si t'as pas eu le bon résultat, c'est pas grave. Au moins, je vois que tu travailles, je vois que tu essayes et c'est très bien. Et tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas te débrouiller. Tu vas avoir l'élève derrière qui peut beaucoup plus logiquement, en tout cas personnellement, c'est comme ça que je le vois, dire que l'enseignant est bien là justement pour le mettre dans de bonnes conditions et que il marche aussi. Enfin, ça aide aussi à sa réussite, ainsi de suite. Enfin, vous voyez, il y a un côté justement où en fait, finalement, même dans des relations un peu asymétriques, on peut quand même avoir le feedback dans les deux sens. Alors que la récompense, non. La récompense, c'est dans un seul sens. Tu vas pas mettre un bon point à ton prof parce que tu as eu 18 sur 20, tu vois. Il y a un truc qui serait bizarre. Je continue. Et on passe à l'extension. Extension O. L'autoritarisme de droite et la dominance sociale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens qu'on va bien s'amuser. Je sens qu'on va voir des choses géniales. Ça va être bien. Hop là. Et voilà, pourquoi pas, tiens, ça inverserait un peu les rapports de force. Non, mais c'est vrai que ça inverserait les rapports de force et c'est bien. Mais d'ailleurs, là, vous pouvez revoir un autre point qu'on a. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure. Je crois que tu n'étais pas encore là, Tiffane. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que tu n'étais pas encore là. Et pour donc éventuellement les autres qui n'étaient pas encore là, tout à l'heure, plus tôt dans la journée, on a évoqué justement le fait que dans nos sociétés, on a des sociétés qui, notamment par l'éducation, nous poussent à être contrôlants et à être contrôlés. On a justement une société qui, ne serait-ce que par l'éducation, nous met dans des situations très asymétriques et où justement il y a un rapport de force où on t'apprend en fait et on te conditionne au fait qu'il y a des rapports de force. Tu dois obéir à qui est supérieur. Et si tu es quelqu'un qui est supérieur, tu as le droit de te faire obéir et ainsi de suite. Donc on a vraiment ce conditionnement-là et ces valeurs-là qui sont enseignées en fait dès l'école. Et effectivement, si on avait ce genre de mécanisme qui se mettait en place avec justement du coup des feedbacks positifs et donc qui pourraient être bidirectionnels, ça casserait justement un peu ce rapport de force et donc ça casserait cet enseignement du rapport de force. Et ça serait vachement bien. Ça serait vachement bien. Bref, donc on va étendre la théorie de la SDT en précisant tout d'abord quelques points afin d'éviter des billets. Puis nous détaillerons le RWA et le SDO qui sont très souvent corrélés à l'orientation contrôlée. Tiens, c'est étonnant. Ainsi qu'aux aspirations extrinsèques. Tiens, c'est étonnant. Surtout pour tous les aspects problématiques, que ce soit l'anticompassion. Tiens, c'est très étonnant, dont on a vu les recherches à l'extension précédente dans RS, les problèmes d'empathie, l'agressivité, les préjugés, la domination. Tiens, comme c'est étonnant. Nous sommes très étonnés. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là ce matin, je vous disais quand même, quand on regarde un petit peu le profil, on va dire, qui semble se dégager de tout ce qui est orientation contrôlée, aspiration extrinsèque, donc autrement dit, le comportement qui est fait parce que ça répond au conditionnement social, parce que ça répond aux attentes de la société, et les aspirations extrinsèques, les motivations, ce qui fait que je vais faire ça, c'est parce que j'ai envie de faire ça, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avoir fait ça? En fait, c'est parce que l'aspiration vient d'extérieur, la motivation vient d'extérieur. On a intégré une motivation extrinsèque, on a activé en fait une motivation chez nous, mais qui à la base n'est pas de chez nous, qu'on a pris une motivation parce que c'est une motivation qui est largement relayée dans le groupe social et que du coup on a fait nous, qu'on a fait propre. Mais en fait, c'est pas la nôtre à la base. Bref,
on était sur des profils où je vous disais quand même, je serais vraiment pas étonné si il y avait des études qui étaient faites et qui montraient que, comme de par hasard, ces profils-là, donc très contrôlés et contrôlants, et ben finalement, ça corrélait vachement bien avec tout ce qui tout ce qui va être globalement le comportement d'autoritarisme de droite. Ça serait marrant quand même. Ça serait pas étonnant, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Une partie qui nous dit: alors justement, il se trouve que, voyez-vous, les comportements de droite et d'autoritarisme de droite sont vachement corrélés à tout ça. Ah bah c'est étonnant. Oh là là, on ne s'y attendait point. On ne s'y attendait point. La source du problème n'est pas qu'interne aux individus. L'orientation est dépendante des environnements sociaux que l'individu a rencontrés et dépend de comment il sape, frustre, contrôle celui-ci. Quand bien même l'orientation concerne les chemins futurs que prendra l'individu, c'est grâce ou à cause de contextes passés qu'il y verra prioritairement dans cette future voie une impasse, des menaces ou au contraire des possibilités intéressantes. Il serait une erreur de se centrer uniquement sur l'individu pour espérer estomper l'orientation contrôlée par exemple. Bah, oh, franchement, vous imaginez? Alors il y a un problème qui est systémique. Si on essaye de s'occuper juste de l'individu, ça va pas marcher. Ah bah merde. Putain, vous l'auriez cru ça? Ah franchement, hein, là je suis sur le cul. Hein. Si t'as un problème qui est dû à un groupe social, juste t'occuper d'un individu, ça marche pas. Pourtant, on repasse, hein, c'est ce qui vous est dit par tous les discours de droite. Hein. Oui, il y a des problèmes de racisme, mais écoutez, le problème c'est l'individu. Oui, il y a des problèmes de discrimination, mais le problème c'est les individus. C'est con, vous imaginez si un jour ils ouvrent un livre de sciences humaines et sociales, mais leur monde va se fracturer. Hein. Ils vont être surpris. Hein. ça va beaucoup bouger leur fondement. Hein. Je suis ironiquement, sincèrement étonné. Oui. Et après, on va traiter les universitaires de gauchistes, mais bon, ils aident pas non plus. Bah oui. Parce que, évidemment, ils sont marqués idéologiquement. Ah là là. Il ne changera pas avec un travail de développement personnel, si l'environnement dans lequel on lui demande d'exercer avec plus d'autonomie demande paradoxalement d'obéir aux ordres avant tout. Ah bah merde alors. C'est inattendu. Une personne avec une orientation impersonnelle ne peut pas voir des possibilités intéressantes si les environnements dans lesquels elle vit sanctionnent toute curiosité ou élan personnel. Ah là là. Donc pour remettre un petit peu pour ceux qui n'auraient pas forcément le vocabulaire, parce que ça c'est des termes qu'on a définis notamment ce matin, ou même la semaine dernière, l'orientation en fait impersonnelle, en gros c'est la personne qui va faire son comportement en fonction de ce qu'il y a dans son contexte immédiat. En gros, elle va pas forcément tout le temps essayer de faire à sa sauce, elle va pas tout le temps essayer de faire en fonction de ce que les autres lui disent, elle va faire en fonction de là, dans le contexte, qu'est-ce qui est attendu. Est-ce que dans ce contexte, en gros le message qui est transmis c'est soit autonome ou obéis aux ordres. Et elle va adapter son comportement en fonction de ça. Donc forcément, si vous avez une personne qui est en orientation impersonnelle, comme elle va s'adapter aux conditions, si vous lui faites, admettons, un travail d'autonomie, que vous faites du développement personnel, bon, il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur le développement personnel. Genre vraiment beaucoup parce que c'est de la grosse merde néolibéralisée du cul. Mais là, ça va pas être le propos. Si tu viens faire du développement personnel, tu consistes à dire à la personne écoute, si tu veux, tu peux et tout, c'est incroyable, prends toute la force qui est en toi, c'est magnifique, tout ne dépend que de toi, tout ça, hein, ce qui est généralement transmis par tout ça, par ce genre de développement personnel, quoi. Derrière, vous la mettez dans un contexte où en fait on lui dit obéis aux ordres et ferme ta gueule. Bah devinez quoi? Eh ben, elle va obéir aux ordres et fermer sa gueule. Donc en fait, elle va absolument pas devenir autonome. Ça ne marche pas parce que tout le conditionnement contextuel la pousse en fait à rester, à obéir aux ordres et à fermer sa gueule. Étonnant. Mais continuons à dire que les problèmes, ça se règle au niveau des individus. Hein. Ça marchera, hein. Promis. Si tu as eu un cancer, c'est parce que tu as eu de mauvaises pensées. Alors, ne dites pas ça pour déconner, parce que je connais des courants de pseudo-sciences qui se disent de la psychologie, mais qui n'en sont absolument pas, qui ont ce genre de retour.
J'ai déjà entendu des gens qui m'ont sorti ça. J'ai même eu un must du must et j'avais une prof qui avait pété un câble sur elle parce qu'elle essayait de lui faire comprendre que c'était de la pseudoscience. Ça ne se reposait sur rien, ce n'est pas possible. À un moment donné, stop. Et c'était quelqu'un en fait qui nous disait. Alors attendez, c'était quoi? C'est la psychologie. Ah, comment elle avait appelé ça? La psychologie biologique ou une connerie comme ça. C'était un truc nul qui n'existe pas. Enfin, qui est une pseudo-science, encore une fois, qui n'a aucune validité ni de près ni de loin. Et qui consiste à dire que, en gros, en fonction de ce qu'ont vécu tes ancêtres, tu vas avoir des troubles, notamment physiques. Genre, si tu as un cancer. Alors, c'est peut-être la psychologie évolutive, mais j'ai un doute. Ouais, c'est peut-être l'évopsie. Je suis pas sûr, mais. C'est peut-être l'évopsie. Et du coup, bonjour à toi, Bobinette. J'espère que tu vas bien. Et du coup, le truc, c'est qu'elle disait en cours à la prof, bah en fait, moi j'aime bien ce courant parce que ça te montre que si t'as par exemple des ancêtres qui sont foutus des nions sur la gueule, et ben en fait, si le trouble n'a pas été, si le conflit n'a pas été résolu, bah ça s'est transmis dans les gènes. Et du coup, aujourd'hui, si t'as un cancer, en fait, c'est à cause de ça. Et donc, il faut que tu résous le problème d'il y a 3 générations en arrière pour aller mieux et ne plus avoir de cancer. Et toi, t'es là et tu fais non. Non, non, ça ne marche pas. En fait, quand tu regardes avec des outils scientifiques, non. Pitié, non. Arrêtez. Et elle essayait, la prof, de lui faire comprendre à l'élève que non, non, ça ne repose sur rien. Et elle a dit que non, en fait, c'était le diktat de la pensée unique universitaire. Qui acceptait pas, du coup, les sciences alternatives. C'était compliqué. Ça ressemble même à de la psychanalyse évolutive là. Franchement, je saurais plus vous dire, ça remonte à 8 ans. Et du coup, c'est arrivé une fois dans un cours et après, elle est plus venue en cours. Non. Non. Non, cette personne a arrêté de venir en cours parce que du coup, elle estimait que justement, il y avait un conditionnement qui était inadapté et que du coup, en fait, on ne permettait pas les gens de vraiment faire de la recherche, tout ça. Que la science, en fait, c'était une idéologie, une pensée coincée, tout ça. Enfin, un peu très complotiste. C'était particulier. C'était particulier. Et du coup, elle est plus jamais venue en cours après. En tout cas, je l'ai quasiment jamais revue en cours. En tout cas, pas à ce cours-là, notamment. Donc ouais, non, c'était rigolo. On va dire ça. Si la force est en toi, oui, ce sera toi. Non. Hein. Dès qu'il l'ouvre, c'est pour dire des moisies, c'est dingue. Ah bah souvent, en même temps, c'est un peu le format de base du truc. Enfin. Mais ouais, non, c'était vraiment très très pas bon. C'était vraiment très très pas bon. Et du coup, ça m'a marqué ça. Étonnamment, ce souvenir-là, il est resté. Tu vois, il y a tout le reste du cours, je l'ai oublié. Je crois que c'était un cours de psychologie différentielle. Je crois. Ouais, je crois que c'était ça. J'ai oublié tout le cours. Mais alors, ce moment-là du cours, par contre, c'est resté gravé comme du marbre. Comme dans du marbre. C'est impérissable comme souvenir. Impérissable. Il y a des trucs, des fois, et tu vois ça et tu fais non, c'est pas possible, quoi. Mais en même temps, il ne faut pas être étonné parce que par contre, au niveau des gens qui ont eu, eux, leur diplôme, je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont fait mon master avec moi, qui étaient élèves avec moi, et qui me disaient quand même, oui, là, on fait le diplôme du master, donc on va être titré à la fin par l'État, notamment psychologue et tout. Mais en fait, moi, je m'en fous des psychologues. Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent, en fait. Moi, je veux recruter des gens et faire de l'argent parce que ça palpe, en fait, en recrutement. Ouais, moi, ça me pose pas problème de faire de la discrimination. De toute façon, moi, le truc qu'il me faut, c'est que mon client, le patron, il est quelqu'un. Donc, il me dit qu'il veut pas de noir, bah, je mettrai pas de noir. Moi, je m'en fous. Moi, tant que j'ai de l'argent à la fin du mois, ça me va. Et ces gens-là ont eu leur diplôme. Enfin, cette personne-là, parce que c'est particulièrement une personne en particulier qui a eu ces propos-là. Et il a eu son diplôme. Ouais. Alors que, je le rappelle, quand même, mais c'est illégal en France de faire de la discrimination. Si on vous prend à faire de la discrimination, techniquement, on peut vous envoyer en justice. Bon, ça n'arrivera pas parce qu'on a une justice qui est à chier, parce qu'on a un état raciste, discriminant, mais en soi, quelque part, sur un bout de papier, ça a été écrit qu'il fallait pas le faire. Mais tout le monde s'en fout, y compris pendant les formations. Parce que ça, il l'a remonté. Dites-vous que ça, il l'a remonté devant les profs, et que les profs ont dit non, quand même, c'est pas très bien, mais en gros, ce qu'ils ont dit, c'est pas très bien, il faut pas le dire.
Ils ont pas dit c'est pas très bien, du genre en fait ne fais pas ça jamais de ta vie. Non, ils ont dit en fait il faut pas le dire. Voilà. Ouh. Voilà, voilà. Moi je fais des sites web pour les capitalistes. Est-ce que c'est valide? Bah, le truc c'est qu'en fait on peut pas vivre en dehors du système capitaliste à l'heure actuelle. Donc en fait tu survis comme tu peux dans le monde tel qu'il est. Vous savez, c'est comme quand vous avez des gens qui vous disent ah mais attends mais t'es de gauche mais tu as un téléphone et tu as internet. Bah oui en fait, oui. Je vis de fait dans une société capitaliste et il n'y a pas de société non capitaliste disponible en fait là. Non, non. Donc je fais avec. J'essaye de limiter mon impact, j'essaye de faire changer les choses à mon échelle, mais bah, voilà. T'es de droite et t'as une carte vitale. C'est un peu ça qu'il faudrait répondre en vrai. Mais bon voilà. Bref, je reprends le texte. Une personne en orientation, non ça je l'avais lu, pardon. L'orientation est une adaptation qui certes parfois continue dans les mêmes voies lorsque cela n'est plus nécessaire, mais qui est validée, revalidée, voire demandée par les environnements sociaux. C'est pourquoi, de manière générale, notre société néolibérale, qui prône l'indépendance, la responsabilité, c'est-à-dire des valeurs en apparence similaires à la SDT, est si hautement paradoxale que les individus en viennent à des situations de mal-être psychologique. La liberté y consiste trop souvent à être un pion, à être l'autonomie contrôlée. L'émancipation devient un formatage, et comme on l'a vu dans nos exemples, pseudo-libre et autoritaire. Et là par contre on retombe un petit peu sur une notion que Axel mettait en avant tout à l'heure, donc la notion en fait de dissonance cognitive. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive, pour faire un résumé très simple et très rapide, en gros, votre esprit, votre cerveau s'attend à ce que vos actions soient conformes à vos pensées. Donc concrètement, ce que je pense, normalement c'est ce que je fais. Mais, et il y en a des mais si à un moment donné, tu as une pensée qui ne correspond pas à l'action, admettons au pif, je dois être responsable, mais je suis salarié dans une entreprise en usine, où je n'ai aucune responsabilité à aucun niveau, je peux rentrer en situation de dissonance cognitive. Là, je vous ai donné un exemple, il y en a 36 000 où ça peut s'appliquer. En fait, vos actes ne correspondent pas à vos pensées, tout simplement. Et bien là, vous rentrez en dissonance cognitive. Votre cerveau vous dit, ça va pas, ça n'est pas conforme, ça ne va pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas content du tout. Et là, vous devez réduire la dissonance cognitive. Vous êtes censé, en fait, soit conformer vos pensées à vos actes, soit vos actes à vos pensées. Un malentendu très récurrent et très régulier consiste à croire que vos pensées sont supérieures à vos actes et que du coup, si vous pensez ça et que vous avez agi de manière différente, alors quand vous allez rentrer en état de dissonance cognitive, c'est vos actions qui vont venir se conformer à vos pensées. Sauf que c'est faux. L'état actuel du consensus scientifique sur la question, c'est que, en fait, si vous faites un acte, c'est engageant. C'est beaucoup plus engageant qu'une pensée. Et comme c'est beaucoup plus engageant, et ben en fait, c'est vos pensées qui vont venir se coller à vos actes. Donc du coup, vous allez plutôt probablement changer votre manière de penser pour qu'elle soit conforme à vos actions. Parce que par vos actions, vous vous êtes engagé dans un processus. Parce que vous êtes visible auprès des autres. Parce que ça vous a inscrit dans un comportement qui du coup peut déclencher une habitude et ainsi de suite. Bref, pour plein de raisons, généralement, ce sont les pensées qui viennent se conformer aux actions et non pas l'inverse. Et donc du coup, quand vous êtes dans une société comme la nôtre, néolibérale, qui vient vous prôner officiellement des valeurs d'indépendance, responsabilité et ainsi de suite, en bref, qui vous dit « soyez autonome, c'est incroyable », sauf que derrière, en fait, tout le cadre de la société néolibérale, capitaliste dans laquelle on vit, consiste à te dire « ta gueule, obéis aux ordres et fais-toi petit », ça cadre pas en fait. Il y a deux trucs qui vont pas ensemble, parce que vos idées, être indépendant, libre, tout ça, et vos actions, obéir aux ordres et la boucler, ça va pas ensemble. Ça crée un état de dissonance cognitive. Et ça crée du coup un mal-être psychologique assez violent, ce qui peut déclencher tout un tas de choses. Alors par exemple, vous pouvez tomber dans des situations qui vont être tout simplement du stress chronique au travail, qui peut du coup déboucher sur, au pire, de l'épuisement professionnel, au pire derrière, un burn-out. Vous savez, des choses très joyeuses, des choses bien. Vous pouvez vous tuer au travail, littéralement d'épuisement, parce que vous êtes en dissonance cognitive et que vous n'arrivez pas à régler le problème. C'est bien, hein, c'est fun, hein, on aime notre société. Hein. Quelle joie. Je fais donc je suis, c'est plutôt ça effectivement. Et coucou Kiri, t'es encore là? Ça se passe bien au travail? J'espère que t'as pas trop de taf. Bon, après si tu passes au cours de la journée, je pense que c'est parce que justement t'as des moments de creux au taf peut-être. Je continue.
A noter que l'orientation autonome n'est pas non plus un déni de la présence de facteurs de stress, de contrôle ou d'impuissance, une sorte d'illusion que tout serait possible. Les exemples que nous avons vus dans l'extension sur la personnalité altruiste le montrent très bien. Ils peuvent naviguer dans des situations hautement contrôlantes et même dangereuses pour leur vie, en cherchant le moindre espace, le moindre interstice, où ils peuvent encore agir. Ils s'appuient sur leurs connaissances, sur leurs compétences, les font se développer rapidement, les transforment rapidement. L'autonomie en conditions dangereuses demande une haute flexibilité, et cette flexibilité demande à s'appuyer sur des faits réels, sur du concret. Il n'y a aucune illusion qui interfère dans leur orientation. Au contraire, c'est extrêmement pragmatique. Ça, c'est vrai que je vais faire un petit focus dessus, c'est important. Je mets en avant le fait que la société contrôlante et l'état contrôlant, du coup, dans lequel on est mis, est notamment vecteur de stress. Mais à contrario, il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que vous êtes en autonomie que vous êtes en dehors de ces problèmes-là. Vous avez ces problèmes-là pour plein de raisons et qui peuvent être le premier en place, tout simplement que en fait, si vous êtes dans une société qui est ultra contrôlante et que vous, au contraire, vous êtes dans plutôt une dynamique autonome, vous n'allez pas du tout adapté. Vous n'êtes pas du tout adapté et donc vous allez d'autant plus en ressentir un stress incroyable parce qu'il va falloir tout le temps être en train de marcher sur des œufs, en fait, tout le temps. Et ça c'est crevant. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de la personnalité altruiste? Alors, la personnalité altruiste, pour faire très simple, en gros, c'est à partir du moment où tu vas faire des actions dites altruistes, que tu vas essayer d'aider autrui pour le principe d'aider autrui. Sachant que l'état actuel du consensus scientifique sur l'altruisme, pour être un peu plus précis, c'est que globalement, toute personne a toute probabilité d'être altruiste, et même en général plutôt tendance à être altruiste, parce que l'espèce humaine est une espèce prosociale, une espèce qui est faite pour vivre en groupe, et donc de fait on a des comportements qui sont dits altruistes. Ça ne veut pas dire que le comportement est uniquement déterminé par l'altruisme. Ça veut dire que chaque action que vous ferez dans votre société, en fait, dans la vie de tous les jours, va être dépendant d'un certain nombre d'éléments et de facteurs qui peuvent être certains altruistes, d'autres pas du tout. Et en fait, ce qu'on constate, c'est tout simplement, en gros, quel est le plus gros pourcentage de la cause qui pousse à faire l'action. En gros, si la majorité de la raison pour laquelle tu as fait cette action, c'est de venir en aide à quelqu'un, on estime que du coup, c'est une action altruiste. A contrario, si la majorité de la décision de faire cette action vient d'une raison égoïste, on dirait que c'est un comportement égoïste. Et donc, les personnes altruistes, les personnalités altruistes, c'est tout simplement les personnes qui ont de manière très récurrente plutôt l'altruisme comme motivation principale et donc qui vont venir aider autrui, notamment dans des situations où ça ne leur apporte aucun avantage, bien au contraire, tout simplement. Il faut aussi être réaliste, j'aide les gens parce que ça donne un shoot de bien-être après. Ça rentre dans quel cadre ça? Ça typiquement, ça serait une raison qui serait en soi une raison, on va dire, égoïste, mais le fait est que, encore une fois, c'est pas une seule raison qui va déterminer un acte. En fait, pour chaque acte que vous faites, vous allez avoir un panel de raisons qui vont vous pousser à faire cet acte. Ça va rentrer en ligne de compte, mais en fait, il faut aussi prendre en compte les choses qui vont être négatives. Si je viens aider une personne, ok, ça me fait un petit shoot de bien-être. Sauf que derrière, la situation dans laquelle je vais l'aider, peut-être ça va me mettre dans la merde. Et donc, ça va présenter des dangers non négligeables. Du coup, en fait, tu te rends compte que cette raison-là est un peu annulée. Et du coup, tu fais quand même l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as vraiment aussi envie d'aider la personne. Au-delà du côté que ça vient t'apporter, en fait, un bien-être, tu as quand même envie. Ou au contraire, tu ne le fais pas parce que même si ça apporte du bien, tu ne le fais pas parce que tu constates qu'en fait, non, là, ça va poser plus de problèmes qu'autre chose et donc tu n'y vas pas. Et donc là, ça serait plutôt une motivation égoïste là-dessus. Les arguments du côté de l'individu égoïste qui utilise ça, et aussi celui qui dit que tout acte altruiste mène au bien-être collectif et donc à soi, et donc le monde est égoïste. Mais en fait, le problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle des théories monolithiques. En gros, vous avez trois grands courants de pensée qui sont développés sur les raisons des comportements. Le premier qui s'est fait, c'est ce qu'on appelle le narcissisme, le courant narcissique, qui estime que, in fine, toute action qui est faite uniquement pour vous. Même le fait d'aller aider quelqu'un, c'est parce que, en fait, in fine, ça va te rapporter à toi du bien-être, et donc tu le fais parce que, en fait, à la base, surtout avant d'aider la personne, ça va t'apporter quelque chose, que tu en aies ou pas conscience. Sauf que c'est pas pertinent, et je viendrai après dessus. Tu as une deuxième théorie qui s'est développée, c'est la théorie hédoniste, qui consiste à dire que, en fait, c'est toujours un peu la même idée, c'est que tu vas faire par rapport à toi, mais en fait parce que ça t'apporte du plaisir, ça t'apporte du bien. Si tu fais ça, c'est non pas parce que ça t'apporte un avantage, on va dire matériel, calculable, mais parce que juste ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Et donc tu vas faire ça parce que pour le coup, c'est kiffant pour toi. Donc on remet encore une fois l'action sur toi. Le problème, c'est que ces deux théories ne marchent pas pour une seule et unique raison, c'est trop compliqué.
Oui, je sais, ça a l'air bizarre hein, dit comme ça, mais c'est une explication qui est trop compliquée. De manière récurrente, la nature est globalement plutôt bien faite, hein, l'évolution est plutôt bien faite, les chemins évolutifs prennent quasiment systématiquement toujours le chemin le plus court, parce que c'est le plus simple, tout simplement. Une explication qui est trop compliquée, généralement ne marche pas parce que le chemin évolutif n'est pas passé par là. Ça n'a pas de sens d'aller prendre le chemin le plus compliqué. À un moment donné, même si on a des chemins évolutifs qui nous semblent compliqués pour tel ou tel élément, en fait on se rend compte que dans le cadre où ça s'est déclenché, où ça s'est mis en place, en fait c'était la réponse la plus simple et la plus adaptée. Donc du coup, les situations, ces deux visions-là très monolithiques, consistent à dire qu'en fait, tu n'as qu'une seule et unique raison de faire telle ou telle action. Sauf qu'en fait, ça demande des espèces de, on va dire, d'exercices d'équilibriste pour faire tenir tous les panels d'actions avec cette unique raison de choisir l'action, à savoir c'est fait que pour ma gueule ou c'est fait parce que ça m'apporte du plaisir. Ça n'a pas de sens. Là où la théorie altruiste, par contre, elle est plurielle. Elle prend en compte le fait que, en fait, pour chaque action que tu vas faire à n'importe quel moment, tu as tout un panel de décisions derrière, enfin de raisons de la décision derrière. Et en fait, ce qui va changer, c'est tout simplement qu'en fonction du contexte, en fonction de la personne, en fonction de plein de trucs, ces raisons vont avoir un pourcentage plus ou moins élevé dans la prise de décision. Et à partir du moment où un certain nombre de décisions qui poussent dans une certaine direction ont suffisamment de pourcentage de la prise de décision, on va faire cette action. A contrario, si on y arrive à un, alors c'est l'autre partie qui gagne. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Et donc du coup là, ça a beaucoup plus de sens parce que ça veut dire que tout simplement, on n'a pas à choisir pendant 3 plombes, on n'a pas à faire des alternoiements, des espèces d'exercices d'équilibrisme pour retomber sur nos pieds tout le temps pour trouver des explications qui cadrent bien au cadre. Non. En fait, à chaque moment, bah, vous avez tout un potentiel d'action qui existe, qui coexiste. Et au moment où vous devez vraiment devoir prendre la décision, bah, tout simplement, c'est ce qui est en pourcentage le plus élevé, les raisons qui vont dans le même sens, le plus de raisons qui vont dans le même sens, qui vont pousser à faire telle ou telle action. Et ça, c'est beaucoup plus logique et en fait, c'est beaucoup plus simple comme modèle explicatif. Même si, comme ça peut sembler peut-être moins simple, je ne sais pas si je suis assez clair. N'hésitez pas à me donner un retour là-dessus. Hein. Si ça vous semble pas si clair que ça, faut pas hésiter à me demander plus ou quoi. Hein. J'essaie d'être le plus synthétique et le plus, comment dire, abordable possible, mais je ne sais jamais si j'y arrive très bien. Je ne sais jamais si j'y arrive très bien. Bref, toujours est-il que c'était le point à la base de dire que voilà, même une orientation autonome ne vous épargne pas du tout à du stress, bien au contraire, surtout dans un cadre tel que nos sociétés. C'est plus simple, mais c'est plus compliqué à comprendre. Et oui, en fait, c'est ça qui est un petit peu à contre-courant. En fait, c'est que on a l'impression que finalement l'explication égoïste ou l'explication hédoniste, finalement, t'apporte une réponse pour tout. Sauf qu'en fait, dans le fonctionnement même, ce n'est pas cohérent. C'est plus coûteux et c'est plus compliqué. Même si effectivement, ça a l'air comme ça de prime abord plus simple, parce qu'on se dit bah il y a une seule raison qui explique tout. C'est vachement simple. C'est sûr qu'on se dit bah non, du coup c'est peut-être ça le plus simple. Sauf qu'en fait, il faut tellement faire un exercice d'équilibriste pour expliquer tout un tas de comportements qui existent à tout un tas de situations que en fait on se rend compte que non, ce n'est pas pertinent parce qu'en fait ça te force à faire des chemins d'explication ultra longs et ultra compliqués pour retomber sur tes pieds, pour avoir toujours qu'une seule et unique raison en fait. Et c'est pas concret, c'est pas cohérent. Et au-delà de ça, en plus de ça, quand tu fais un parallèle avec les autres fonctionnements, on va dire dans la vie, biologique ou psychologique, hein, peu importe, hein, physique ou physio... Enfin, sur des réalités physiques ou des réalités psychologiques, ce n'est pas pertinent parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a jamais juste une explication pour un truc et puis basta. Quand vous étudiez un peu le comportement humain, vous vous rendez compte qu'il y a toujours tout un tas d'éléments, tout un tas de facteurs qui vont expliquer pourquoi le comportement est fait de telle ou telle manière. Donc c'est absolument pas pertinent de venir apporter encore une fois une vision monolithique de la chose. Ça n'est pas pertinent du tout. D'ailleurs, pour un petit point historique, je vais vous rajouter un autre élément, les théories hédonistes et les théories narcissiques sont faites par des gens qui ne sont pas des personnes scientifiques étudiant le comportement humain. Ça a été fait par des économistes, ça a été fait par des philosophes, ça a été fait globalement il y a 2 siècles. Et ça n'a jamais été remis en question depuis, et c'est toujours largement propagé par tout un tas de milieux. Sauf que, en fait, concrètement, les personnes qui sont les plus adéquates à travailler ces questions-là, les personnes qui travaillent ça en termes de sciences récurrentes, on va dire, donc notamment tout ce qui est sciences sociales, la sociologie, les psychologues sociaux, les neurocognitifs, et ainsi de suite, en fait, toutes ces personnes-là qui travaillent ces questions-là, quand ils ont commencé à travailler ces questions-là, on dit bah non, en fait, ça ne tient pas, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Et non seulement c'est pas cohérent,
Mais en plus, on se rend compte que du coup, c'est incomplet, c'est trop compliqué. Enfin, en fait, il y a trop de défauts qui vont pas. Il y a trop de trucs qui font que ce n'est pas valide. Mais ce sont les sciences humaines et sociales. Et comme d'habitude, bah, il y a beaucoup de résistance face aux sciences humaines et sociales, et beaucoup de gens refusent totalement et mettent ça de côté en disant bah non non, c'est forcément un Jean Billy qui a 2 siècles a pondu ça dans un bouquin de philosophie qui a forcément raison. Voilà. Pourtant, cette explication hédoniste a l'air de faire plaisir aux gens que j'aide, et ils ont moins l'impression de voir quelque chose. Comment ça? J'ai pas compris qu'est-ce que tu essayes de dire par là. J'ai pas forcément compris la phrase. Enfin, je comprends la phrase factuellement ce que ça raconte, mais je vois pas ce que tu essayes de dire par derrière en fait. Pourtant, cette explication hédoniste a l'air de faire plaisir aux gens que j'aide. Toi, directement, toi, ou c'est. Enfin, c'est ça qu'en fait, je comprends pas dans quel cadre s'inscrit la phrase exactement. Je bug un peu. Je bug un petit peu. Je continue la lecture en attendant. Les autoritaires RWA et SDO. Les RWA et le SDO, ce sont 2 échelles de mesure. RWA, c'est le right-wing autoritarisme, donc autoritarisme de droite. Et le SDO, c'est le... En gros, c'est la soumission à l'autorité, pour faire simple. Je n'ai plus le terme en anglais, je sais plus. Si je leur dis que ça me fait plaisir de les aider, elles ont moins l'impression de me devoir quelque chose. Ouais. Et alors ? En fait, la confusion, c'est de croire qu'il n'y a pas une part d'hédonisme dans le modèle altruiste. Je pense que ça vient de là. Social dominance orientation, merci. La dominance sociale, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une confusion. Encore une fois, il faut bien prendre en compte que la vision hédoniste ou la vision narcissique sont des théories monolithiques. C'est-à-dire qu'il n'y a une seule cause, soit l'hédonisme, soit le narcissisme. Rien d'autre ne rentre en compte. Dans la vision altruiste, on est sur une vision plurielle, en fait. Et donc, de fait, il peut y avoir, et il y a, des raisons, parmi les différentes raisons qui vont pousser à une action, des raisons hédonistes, des raisons narcissiques. Mais en fait, la prise de décision ne se résume pas à ça. Elle se résume à tout l'ensemble des facteurs de décision qui, côte à côte, vont permettre de déterminer si on choisit plutôt la direction à gauche, plutôt la direction à droite. En fait, toutes ces raisons-là vont coexister. C'est pas parce que ça te fait réellement plaisir de faire l'action que ça veut dire que tu as fait cette action parce que ça te faisait plaisir. Tu vois, c'est ça la distinction. Bien sûr que ça peut te faire plaisir de faire plaisir. Ok. Est-ce que c'est la raison fondamentale? Est-ce que c'est le plus haut pourcentage de raisons pour laquelle tu as fait cette action? Pas forcément. Tu peux retirer du plaisir d'avoir fait ça, mais c'est pas forcément ce qui t'a poussé à faire ça. Pas que, en tout cas, à minima. C'est ça la distinction en fait qu'il faut avoir. C'est vraiment ça qui parfois peut être compliqué à comprendre et à appréhender, c'est que ça n'exclut pas le fait d'avoir des prises de décision qui sont notamment narcissiques et notamment hédonistes, et surtout, ça n'exclut pas le fait que dans toute décision que tu prends, il y a des facteurs hédonistes et des facteurs narcissiques qui sont là dans le fond. Ce qui va déterminer si on qualifie l'acte de hédoniste, narcissique, altruiste ou je ne sais quoi, c'est plutôt le pourcentage de ça sur la prise de décision. Tu as pris cette décision, tu as fait ça. Pourquoi? Parce que ceci, parce que ceci, parce que ceci, ok? Mais c'est le premier élément qui est principalement motivateur de ça. Alors on dira que c'est cet élément-là, et que donc c'est cet acte et de cet élément-là. C'est vraiment ça la différence à avoir. Je trouve qu'on a souvent tendance à tomber dans les explications monocausales de plein de sujets. Exactement. En fait, c'est ça le truc, le modèle altruiste. Dites simplement que nous ne sommes pas monocausal. Il n'y a pas une seule et unique cause à la prise de décision. Il y a tout un panel de causes qui coexistent, qui sont codéterminants de l'action. La seule question qui se pose, c'est lequel a le plus déterminé, lequel a le plus poussé à faire cette action de cette manière-là. C'est ça en fait à prendre en compte, c'est ça la distinction. Là où encore une fois, dans les 2 premiers modèles, hédoniste ou narcissique, il n'y a qu'une seule et unique raison, une raison une seule cause. On est dans l'explication monocausale et c'est ça qui en fait n'est pas logique, c'est ça qui n'est pas cohérent. Ça n'a pas de sens d'avoir une prise de décision qui est monocausale. C'est pas pertinent en fait, ce n'est pas logique, ça ne colle pas.
La vache, t'as sûrement raison, mais c'est difficile à intégrer. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre d'explication. Parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est très largement partagé et remis en avant, notamment dans nos sociétés occidentales qui sont très conditionnées et qui sont très conditionnantes aussi, et qui nous poussent justement à ne pas avoir ce genre de vision, à ne pas remettre en question, à ne pas faire preuve de réflexion, et surtout à ne pas faire preuve d'ambivalence. Parce qu'il faut bien comprendre que si tu commences à prendre ce point de vue-là, tu vas avoir plein d'autres choses qui vont se remettre en question. Tu commences à te dire que, merde, en fait, il y a pas une seule cause pour un seul truc. OK. Bah, du coup, peut-être que on va s'éloigner un petit peu. Dans le cas où tu as une agression, peut-être que du coup, finalement, c'est con à dire, mais l'agresseur n'est peut-être pas que un agresseur. Peut-être que c'est en partie aussi une victime. Par exemple, une victime du système qui l'a placé dans cette situation-là, dans ce comportement-là. Peut-être une victime d'autres violences qu'il a subies lui-même dans un autre cadre et qui fait qu'aujourd'hui il reproduit ce comportement. Et du coup, en fait, tu commences à remettre en question beaucoup de choses. Et si tu fais ça dans les visions et les discours autoritaires qui sont les nôtres à l'heure actuelle, hein, quand vous regardez comment fonctionnent les États occidentaux, on est quand même sur du discours et des fonctionnements très autoritaires, très centralisés. Si tu commences à mettre ça en question, tu commences à te rendre compte que potentiellement, peut-être que le discours national, il colle pas. Peut-être que, en fait, la culture dans laquelle on est, elle est peut-être pas si jojo que ça. Peut-être qu'il va falloir remettre en question beaucoup de choses. Et ça, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, forcément, puisque c'est pas possible, on va préférer mettre en avant une monocause. Or, regardez, en fait, tous les problèmes qu'on a, ça vient de là-bas. C'est ces gens-là, c'est eux qui sont responsables. C'est plus simple. Comme ça, on se pose pas de questions. Et c'est comme ça qu'on nous conditionne, en fait, par l'éducation, tout le temps à nous montrer, mais même quand vous regardez un truc con, hein, si vous allez regarder un petit peu la manière dont on enseigne l'histoire, et notamment les conflits. En France, il n'y a pas beaucoup de moments où en cours d'histoire, on m'a dit les Français c'était des connards. Ah là, on a merdé de ouf, hein. On a été des gros militaristes dégueux. Pourtant, il y a des raisons de croire qu'à beaucoup de moments, on a été des sombres merdes et les pires merdes qui existaient sur la surface du globe, hein. Mais on peut pas le dire. Ça remettrait en cause notre unité nationale. Ça remettrait en cause notre vision incroyable de la France, grande, glorieuse, belle, magnifique, pays des libertés, de la démocratie, tout ça, tout ça. En fait, à partir du moment où tu vas avoir des explications qui sont du coup plurielles, tu vas forcément remettre en question beaucoup de choses parce que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas en fait et que c'est pas cohérent. Et ça va globalement fragiliser beaucoup de discours autoritaires. Or, vu que notre société se base sur ces discours-là, forcément, c'est pas mis en avant. La France, exactement, la France. Voilà, pour ça, voir les discours des membres du gouvernement, n'est-ce pas? Je continue à rattraper parce que j'ai vu que j'ai raté un message. Une vision multicausale et pas trop appréciée par le discours autoritaire. Complètement. Pour le coup, c'est un truc dit assez souvent dans certains cercles militants. Ouais. Et encore pas tous, parce que pareil, si tu viens prendre un truc très con, tu viens prendre la LFI. Personnellement, c'est pourquoi est-ce que je vais attaquer LFI, c'est parce que j'ai été dans les cercles LFI en fait. Hein. Dans ma région, j'ai rejoint aussi pendant un temps les cercles LFI, et c'est juste que j'ai vu justement les fonctionnements que j'ai fait oui en fait non, ça va pas être possible. Donc la France insoumise, en tout cas dans ma région, a un fonctionnement qui est vraiment très officiellement dans le discours. Nous sommes le peuple, on est là pour respecter tous les autres, on est là pour essayer de casser les discriminations, on est là pour essayer de pousser vraiment à être, comment dire, plus démocratique et tout ça. Et dans les faits, ferme ta gueule, Mélenchon a dit ça, donc on fait ça. En tout cas, la direction du parti a dit ça, donc on fait ça. Du coup, c'est pas très ouvert. Finalement, on fait pas vraiment d'échange, pas de réflexion. Et en plus de ça, on a pas mal de fonctionnements où finalement on va dire oui, cette cause-là c'est important, mais on n'a pas le temps. Donc en fait, on s'en fout. Donc en fait, on n'est pas vraiment là pour tout le monde. Bah, du coup, ça coince un petit peu, vous voyez. C'est là où tu te rends compte que, en fait, même dans les discours de gauche militants, encore une fois, tu as des fonctionnements qui peuvent être des fonctionnements autoritaires de droite notamment, avec ne serait-ce que le culte de la personnalité, le dogme, le respect de l'autorité, la soumission à l'autorité, enfin vous voyez, donc même dans les discours militants et même dans les militants de gauche, tu vas pas forcément avoir ce genre de discours parce que ça remet en fait en question la formation politique dans laquelle tu es. Parce qu'il faut distinguer d'un côté le courant politique, gauche on va dire, et les mouvements politiques de gauche, qui sont deux choses différentes, qui n'ont rien à voir. Vous pouvez avoir une vision politique de gauche, mais être dans un groupe politique qui a un fonctionnement qui n'est pas très de gauche. J'aurais les filles.
par exemple. Et c'est pas le seul, hein, qu'on soit d'accord. Pour ça, voir les discours des membres du gouvernement, ouais, quel enfer ça. On le dit dans le cercle militant pour le côté discrimination, négatif, etc. Mais pour le côté positif, altruiste, j'y ai jamais pensé. Bah oui, mais pourtant, si. Si on nous l'a appris, qu'un des présidents s'est excusé pour l'esclavagisme ou un truc du genre. Ouais, vite fait, hein. Vite fait. Je pensais pas au militantisme au sein d'un parti politique pour le coup. Oui, c'est vrai, là je suis resté dans le parti politique parce que c'est plus simple pour l'exemple, mais c'est vrai que même dans le militantisme sans être étiqueté, vous pouvez retrouver ça aussi, clairement. Il y a une critique du système politique et de son agenda. Encore une critique que personnellement je fais à la notion capitaliste du temps, mais là c'est hors sujet. Oui. Je reprends. Alors, dans les recherches autour de la SDT, il a été découvert que l'orientation contrôlée était liée à l'autoritarisme de droite, ainsi qu'à des motivations extrinsèques et peu aux motivations intrinsèques. On a vu aussi précédemment, dans l'extension, que le RWA et le SDO étaient des facteurs d'anticompassion pour les autres. Néanmoins, il n'y avait pas de problème pour ces profils en termes d'autocompassion ou d'acceptation d'en recevoir. Et également que les hauts scores RWA et SDO étaient plus soumis à l'autorité lorsque celle-ci commande des actions destructrices d'autrui, dans l'extension ME sur les recherches de 1000 grammes. Non seulement cette notion est connectée aux autres extensions théoriques, mais également aux confrontations. L'exemple des incels s'explique en grande partie par, sans doute, des hauts scores sur le SDO, le RWA, ou par des variables qui y sont accolées, puisqu'il y a une expression d'énormes préjugés. Le coup des excuses, voir le pape ces derniers jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Est-ce que vous voulez que je fasse un retour là-dessus ou pas? Je peux continuer. Je pense que c'est assez clair, surtout qu'on est revenu quand même pas mal dessus plusieurs fois aujourd'hui. Je continue, si vous avez un truc que vous voulez que je précise, vous me le dites dans le chat et je reviendrai dessus sans aucun souci. Le RWA, qu'est-ce que c'est? L'autoritarisme de droite est une attitude idéologique que portent les individus qui ont de hauts scores dans l'échelle RWA, Right Wing Autoritarisme, développé par Altmaier en 1981, redéveloppé en 1988 et redéveloppé une troisième fois en 1996, suite aux travaux sur la personnalité autoritaire potentiellement fasciste. Autrement dit, à la base, en gros, on a dit écoutez, on vient de manger une guerre mondiale, la deuxième, voilà. On a vu les nazis, c'était pas ouf. Du coup, on aimerait bien avoir une échelle, un outil qui nous permet de déterminer les personnes fascistes. Et ça a donné tout le courant de pensée et de recherche qui ont développé notamment le RWA, qui en fait est une échelle qui mesure plus que le fascisme, en fait la personnalité autoritaire, et notamment la personnalité potentiellement autoritaire. Et ça c'est un cas très très important à prendre en compte. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que vous avez un haut score en RWA que vous êtes fasciste, que vous êtes une personne, on va dire, qui a un comportement forcément autoritaire. C'est plus que vous êtes fortement probable, susceptible d'y être sensible, et donc du coup de pouvoir adopter ce genre de comportement. Mais c'est pas une fatalité. A contrario, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est pas parce que vous avez des scores très bas que, en soi, vous n'aurez pas de comportement autoritariste, nul, fasciste. Vous pouvez tout à fait en avoir aussi. C'est juste que, à la base, vous y êtes moins sensible. Encore une fois, ce qui va bouger aussi, c'est notamment le contexte. Si tu es dans un contexte où on te pousse à ça constamment, même si tu es avec un bas score à la base, finalement tu auras probablement des actions plus que discutables. Et à contrario, si tu as à la base un score très haut en RWA, mais que tu es dans un environnement qui est hyper cool, hyper safe, tu peux ne pas trop l'avoir. Ce qui est plutôt bien. Clin d'œil aux autoritarismes de gauche, n'est-ce pas? Conventionnalisme. Les hauts scores à cette échelle autoritaire sont d'accord avec ce genre d'item. Notre pays sera un jour détruit si nous ne détruisons pas les perversions qui rongent notre fibre morale et nos croyances traditionnelles. Ah, ça donne envie. Hein. L'agressivité autoritaire. Les hauts scores sont d'accord avec ce pays fonctionnerait beaucoup mieux si certains groupes de fauteurs de troubles se contentaient de se taire et d'accepter la place traditionnelle de leur groupe dans la société. À mon avis, je risque d'avoir un haut score. Oh oui. Soumission autoritaire. Ils sont d'accord avec ce dont notre pays a vraiment besoin, c'est d'un dirigeant fort et déterminé qui vaincra le mal et nous ramènera sur notre vrai chemin. J'ai un bug quand j'entends tradition. Ah bah oui. C'est compréhensible. Donc là encore, prenez en compte que, en gros, l'échelle va vous dire est-ce que vous êtes d'accord avec cet item ?
pas est-ce que vous appliquez cet item. Vous pouvez, et on a constaté notamment dans les travaux qui ont été faits sur... est-ce qu'ils sont déjà avec le principe de perversion? J'ai du mal à rien qu'avec la compréhension du concept. Alors, faut bien oublier que c'est fait dans des années plus anciennes que les nôtres, hein. 1981 notamment, le tout premier, première étude. Donc du coup, forcément, on a aussi un bagage peut-être plus marqué avec la religion et ainsi de suite, qui est peut-être plus clair, qui le serait peut-être moins aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Et ensuite, ce sont des items qui sont très larges et qui généralement en fait vont traduire aussi qu'est-ce que signifie perversion en fait par d'autres choses. Donc c'est pour ça que là, vous prenez juste 2-3 items de l'échelle, forcément, né. Et effectivement, il faut prendre en compte qu'à la base, c'est américain. Donc, peut-être pas un bagage chrétien, enfin si, il y a un bagage chrétien, mais j'allais dire, je pense, j'ai confondu chrétien et catholique, probablement très protestant en plus. Probablement très 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 protestant. Suffit de me mettre en modo pour se rendre compte que j'ai des tendances autoritaires. Bah ça dépend en fait. Enfin, pour le coup, est-ce que tu es autoritaire pour défendre des gens d'agression, ou est-ce que tu es autoritaire pour le principe de mettre des coups de banne pour le plaisir? Tu vois, ça change. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas confondre en fait la violence en réponse à la violence et la violence gratos en fait. Ce qui est souvent une chose qui est mise en place très 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 facilement par beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont te dire oui non mais attends, à un moment donné t'es violent parce que t'as osé mettre un coup de pelle à Jean Billy qui était en train de violer une femme. Oui, alors en fait non, t'es pas violent. Faut placer les choses à leur niveau quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce qu'on sous-entend dedans. Les deux. Bah alors Tiffen, on est une méchante modo. C'est pas très très bien. Hein. On a dit pas les pelles. Mais j'aime bien les pelles. Hein. Je prends du plaisir à mettre des bonks à des gens oppressifs. Mais du coup, Tiffen, tu prends plaisir à mettre des bonks à des gens oppressifs. Donc tu réponds avec de la violence à de la violence. Tu vois l'idée? Du coup. T'es intolérant avec les intolérants, t'es pas de gauche. Oui, voilà, typiquement ce genre de phrase nulle à chier, quoi. C'est incroyablement... Ouais, voilà. Bref, voilà. Cela me semble un bon usage de l'appel ce coup-ci. Mais qui sort ça? Mais on me l'a sorti. On me l'a sorti. Sachez-le. Il y a des gens avec qui j'ai discuté, alors ça remonte un petit peu notamment à la faculté, quand j'ai commencé à me prendre les SOCDEM, effectivement, par exemple. J'en ai discuté à l'époque quand j'étais en master notamment, et que du coup on avait vraiment un panel de gens de droite. Voilà, on va placer les choses directes. Et qui du coup me disaient non mais attends, à un moment donné t'es vachement violent dans des discours et tout. Surtout qu'en plus au cours des 2 années du master, je me suis bien radicalisé. Hein. Je me suis bien radicalisé et surtout je me suis bien radicalisé contre eux. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils m'ont pourri, ils ont passé 2 ans à me pourrir. Parce que du coup, à cause de ma maladie génétique, j'ai des conséquences très fortement désagréables. Et vous vous doutez bien qu'à l'époque de ma formation, j'avais beaucoup de déplacements, j'étais énormément fatigué par la somme de travail et compagnie, donc j'avais des crises très 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 régulièrement. Là aujourd'hui j'en ai beaucoup moins avec mon activité de streaming, mais à l'époque c'était beaucoup plus violent. Et donc j'ai raté énormément d'enseignements. J'ai raté à peu près 1/3 en présentiel de mes enseignements, parce que je ne pouvais pas me rendre à la faculté. Et donc du coup, comme c'est un handicap qui est invisible, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une promo d'une 20aine d'élèves de droite? Devinez. Il n'y a évidemment que des échanges de mots d'amour. Que ça. Donc du coup, au cours des 2 ans, je suis devenu vachement plus bourrin en fait. Hein. Au début, j'étais en mode bon, je les connais pas, je vais pas forcément les attaquer. À la fin, c'était la moindre remarque, je te défonce. Je t'insulte, je t'affiche devant tout le monde et j'en ai rien à péter. Voilà. Donc du coup, forcément, les gens ils m'ont dit ah quand même, t'es vachement violent et tout, et t'es violent avec les intolérants, donc tu vois finalement t'es pas vraiment de gauche toi aussi. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on m'a sorti ça. Mon ex m'a sorti de ça pendant des années. Je suis content que ça soit fini. Bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. En vrai, moi je me suis radicalisé pendant mes burn-out. Je crains un peu le retour au taf. Bah c'est pas étonnant en fait. Tu te radicalises quand tu es dans une situation dans laquelle justement tu n'as pas trop d'autres choix en fait. Faut bien se rendre compte que en fait quand tu subis de la violence, parce que avoir un burn-out, et en l'occurrence en avoir 2 pour ton cas, et d'autres personnes qui peuvent même parfois en cumuler plus, c'est pas genre juste oh tiens le burn-out est tombé sur moi par hasard. Non,
c'est qu'il y a une violence que tu t'es mangé et tu continues à te manger. Donc de fait, à un moment donné, quand tu prends de la violence, t'as pas 36 000 solutions. Quand tu n'as que la solution de te radicaliser, tu vas te radicaliser, tu vas commencer à rendre des coups en fait. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution, hein, qu'on soit d'accord. Il y a à un moment donné, vous savez, tous ces propos qui viennent souvent d'ailleurs des SOCDEM, hein, de non mais attendez, mais la violence c'est toujours un aveu d'échec. C'est marrant avec eux, l'aveu d'échec c'est souvent un aveu d'échec individuel. Sauf que tu fais quoi quand t'es dominé tout le temps, partout, dans toute la société, qu'on t'envoie des lions tout le temps dans la gueule et que tu ne peux rien faire à part soit les accepter, crever, soit finir par en remettre. C'est pas un aveu d'échec en fait, c'est un aveu d'échec social, ça oui. C'est un aveu d'échec en tant que société, ça veut dire qu'en tant que société on n'a pas su faire autre chose. Ça veut dire qu'on est vraiment suffisamment mauvais pour que socialement notre groupe social soit vraiment tellement à la ramasse qu'on force les gens à tomber dans la violence. Bravo, ça effectivement, ok. Mais un aveu d'échec de la part de la personne, quand elle n'a plus que ça en fait, non. Non, non. C'est juste une question de survie au bout d'un moment en fait. Quand c'est un truc très con, hein, mais quand vous êtes, on va prendre un cas un petit peu parlant, vous êtes une personne trans. Littéralement, il y a des gens qui essayent d'attenter à votre vie. Vous allez voir la personne trans qui se fait agresser et vous allez lui dire ah non, franchement, t'as mis des coups, c'est un aveu d'échec. Franchement, t'aurais dû accepter de prendre les coups. Enfin, à un moment donné, si vous vous rendez bien compte que c'est absurde d'avoir ce genre de discours. Il n'y a pas de violence qui est un aveu d'échec en tant qu'individu, en fait. Non, ça ne marche pas. À un moment donné, en fait, c'est une question de vie ou de mort. Si tu te fais attaquer, si tu te fais agresser, t'as pas 36 000 autres solutions. Tu vas rendre des coups, voire même, tu vas peut-être prendre un peu les devants, parce que tu vois le nombre de personnes phénoménalement grands qui sont fait tuer, en fait, par les connards d'extrême droite. Donc à un moment donné, tu vas finir par réagir, et réagir violemment. Et oui, tu vas peut-être prendre les devants, mais en fait, tu prends pas les devants. Quand tu as 200 ans d'histoire, de violence, encore et encore, bah en fait, non, c'est pas prendre les devants, c'est réagir, et réagir un peu tard, éventuellement. Enfin bref. C'est un gros problème pour les filles trans, ça. Et elles sont renvoyées à la masculinité ensuite, surtout quand c'est des meufs qui les agressent. Mais oui, enfin. Bref. Bref. Voilà, un exemple qui me parle particulièrement, tiens, notamment avec les violences morales sur internet, n'est-ce pas? Bref. Quand c'est pas l'agresseur qui est visé par les justifications individualistes et psychopathes. Ah oui, non mais alors ça c'est encore un autre niveau. Bah il y a un moment, c'était sur le Guilded, il y a quelqu'un qui avait eu des propos qui étaient discutables. Il a pas pensé à mal, mais ça ne change pas que il a justement fait de la psychophobie. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y avait quelqu'un qui avait dit ah mais de toute façon, c'est comment il avait sorti ça. De toute façon, on voit bien que c'est un fou Poutine ou quoi. Et en fait ça il faut pas le faire. Hein. Rendez-vous bien compte que c'est pas parce que vous êtes folle que vous êtes violent, hein. Et c'est pas parce que vous êtes violent que vous êtes fiole, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses séparées. Vouloir justement pathologiser la violence, c'est une manière très simple de dire ah, faudrait surtout pas que je remette en question la manière dont je fonctionne, moi et mes collègues. C'est surtout ça que ça permet. Mais quand vous regardez les gros connards qu'on a à la tête des États, en fait, que ce soit Poutine, hein, ou même Macron et compagnie, hein, la violence, elle est tout le temps là. Hein. La violence, même symbolique, elle est omniprésente. Quand vous avez des connards comme Macron qui viennent vous dire non mais si vous voulez trouver du boulot, vous avez juste à traverser la rue. La violence qu'il y a derrière, le sous-texte qu'il y a derrière est d'une violence incroyable. Et ne pas être capable de le voir et oser dire en plus derrière ah non mais attendez, si vous réagissez en l'insultant ou quoi, franchement c'est un aveu de faiblesse et c'est un aveu d'échec de votre part. C'est marrant hein. Oui mon chat, tu veux quoi mon Stockholm? Bon oui mon bébé. Bon, attendez, moment chat. Hop, voilà. Moment chat. Voilà, ça c'est Stockholm. Tu veux des câlins ou tu veux pas des câlins? Tu veux des câlins? Bah oui, tu veux des câlins. Mais t'as pas envie d'être devant la caméra par contre. T'as décidé que tu étais timide. C'est ça? Bah oui, t'es timide. Bon bah il est timide. Non bah il a décidé que non. Bon attendez, je peux faire autre chose. Oh là là. Hop. Voilà. Bien là toi. Ça sera l'instant gratouille avec Monsieur Chat, écoutez. Bon par contre il a envie de se planquer sous le bureau, donc vous n'allez pas beaucoup le voir. Enfin voilà, vous voyez sa queue. Voilà. Tu vas pas te montrer à la caméra toi non plus? Non mais ils ont décidé que non. Ils ont décidé que les gratouilles d'accord, mais pas devant la caméra. Voilà. Blanquer après une grosse violence, non mais voilà, c'est ça en plus. Vous voyez ce qu'a fait Blanquer? Mon Dieu, tellement un connard d'une violence sans nom. Il s'est mangé une tarte.
littéralement une tarte, hein. Il s'est même pas pris des coups, il s'est juste mangé une tarte dans la tronche. Et on vient mettre les 2 personnes en justice. Il y a des gens qui sont morts de la politique qu'il a mis en place, de cette putain de politique validiste dégueulasse. D'une part, parce que du coup, t'as plein de gens qui sont morts du Covid, en fait, du fait qu'il y a genre aucune gestion du Covid, ou vraiment mais ridicule au sein des établissements scolaires. Enfin, voilà. Derrière, l'épuisement professionnel des enseignants a jamais été aussi haut niveau. On leur retire tous les moyens, on les met littéralement à poil et on leur dit allez, maintenant vous faites la guerre, hein. Ça va bien se passer, hein. Non, bah non, ça se passe pas bien, non. Donc vous avez des quantités phénoménales de profs qui en peuvent plus, qui sont usés parce qu'avant Blanquer, hein, il y a aussi quand même des décennies à réduire les budgets encore et encore dans l'éducation nationale, hein. Donc ils sont déjà pas spécialement en super bon état. Et derrière, t'as Blanquer qui vient remettre une couche. Donc littéralement, il y a des gens qui sont morts à cause de ça, hein. T'as des gens qui se sont suicidés à cause des mesures qu'il a mis en place, à cause des réformes de merde qu'il a mis en place. T'as des gens qui sont morts à cause de leur santé, de maladies et compagnie déclenchées à cause de ça, à cause de la charge de travail et ainsi de suite. Et ça va, t'inquiète, c'est pas trop violent, c'est bon. Bon, par contre, il a mangé une tarte, ça c'est impardonnable. Quelle violence. Vous imaginez lui envoyer un gâteau dans la tronche, quoi. Ah non, c'est abusé, c'est pas bien. Quelle violence insoutenable. Oh là 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 là. Oui, je suis très profondément militant de gauche. En doutiez-vous? En doutiez-vous? Je continue du coup. Oui, vous en doutiez? Ah bon? Ah bon? Ah. Pourtant, c'est assez clair normalement. Je continue. Ce profil adhère au conservatisme politique, au nationalisme, à l'ethnocentrisme, exprime une forte intolérance envers les minorités, les exogroupes ou des personnes qui rompent les conventionnalismes. Cela est déterminé par à la fois une vision du monde perçue comme étant dangereux, une forte sensibilité à percevoir des menaces qui naît parfois de façon situationnelle lors de crises et ou de façon culturelle dans leur groupe d'appartenance où le danger et les menaces sont mis en valeur. Cependant, Altmaier a découvert que les hauts scores RWA soutiennent moins l'autoritarisme politique dans les cas où ils répriment des militants pacifiques, ce qu'ils peuvent réprouver. Paf. On voit un indice par les cheveux violets, n'est-ce pas? C'était pour la première partie de la phrase, mais le décalage, je sais plus quel était le premier, je sais pas. Je sais plus. Ce level de gossisme, j'adhère. De quoi, qui, que, quand? J'ai raté un truc? Ce level de gossisme, c'est quoi gossisme? Parce que pour moi, gossisme, ça me fait penser à gosse. Genre enfant. Du coup, j'ai pas le lien. Des fois, il faut me faire le lien, surtout qu'il y a un petit décalage. Ah, de gauchisme. Ah oui, oui, ici, on est très très à gauche. Hein. Ouais. C'est... Ouais, il y a un deuxième sens à gosse, du coup, c'est bizarre. C'est pour ça que j'ai pas... Sur le coup, j'ai pas compris, je suis en mode... Né? Qui que quoi? Attendez. Pensez à un truc quand même. Voilà. C'est important. Bonjour, c'est moi, c'est Philippe Poutou. Voilà, ici, on aime bien quand même. Hein. Et évidemment, pour la droite... Vous connaissez la méthode un peu, donc beaucoup de tendresse, mais aussi des coups de pied au cul. Bon, surtout des coups de pied au cul, en vrai. En fait, que des coups de pied au cul. Ouais, en fait, pour la droite, que des coups de pied au cul. Voilà, à partir de là, c'est clair que c'est n'importe quoi. Bah non. Enfin, la droite, oui, c'est n'importe quoi, mais... mais bon, voilà. Voilà. Et on a ça aussi qui est bien. La liberté, ça n'a pas de prix. C'est une injustice pour ça, moi. je suis ça. bien pauvre. C'était vraiment une injustice, quoi. Ah là là, Kevin. Kevin, qu'est-ce qu'on te déteste? Qu'est-ce qu'on te déteste, Kevin? Sache-le. C'est important de le préciser de temps en temps. Un jour, peut-être que Kevin finira par tomber sur notre chaîne et il va se dire, mais pourquoi est-ce que ces gens ont des séquences vidéo de ma tête? Pourquoi? Et on lui dira qu'on s'en bat les reins. Voilà. Bref. Leur personnalité n'est pas non plus étrangère à cette façon de voir les choses, étant donné qu'ils ont généralement une faible ouverture à l'expérience, un caractère consciencieux qui les pousse à opter pour une conformité sociale. Ils ont pour valeur une tendance à adhérer à la conformité, au traditionnalisme, à la sécurité selon la taxonomie de Schwartz. Ils rejettent l'universalisme, la bienveillance, l'autodétermination.
L'autoritaire est caractérisé à la fois par une forte soumission aux autorités, tout en exprimant une agressivité autoritaire, punitivité envers ceux qu'il considère ne pas respecter les conventions. Ça a l'air bien, hein? Ça a l'air bien. C'est pas juste des grands anxieux. Alors oui, il y a une part de ça, mais c'est pas parce qu'ils sont anxieux qu'ils ont ça. En fait, généralement, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui ont un haut niveau de RWA, en fait, sont mis dans une situation où, en gros, les codes sociaux leur transmettent que tout est un danger, tout est dangereux, tout peut attaquer, surtout ce qui est différent de toi et qui ne rentre pas dans le cadre. Donc, partant de là, effectivement, peut se développer assez facilement une grande anxiété qui consiste tout simplement à voir tout ce qui ne rentre pas dans le cadre qui est le leur comme étant un danger, et donc, si c'est un danger, à l'attaquer, à le supprimer. Donc en fait, il y a effectivement un truc qui craint de ouf. Mauvais codes sociaux ou codes sociaux mal interprétés? Non, mauvais codes sociaux, qu'on soit d'accord. Quand vous avez des environnements comme, par exemple, au pire, la France, qui vient vous mettre comme code social, prenez en compte que la République c'est important, la République c'est quand même de respecter l'autorité étatique et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, pas mal d'éléments comme ça, ce n'est pas une question de codes sociaux mal interprétés. Non, 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 c'est très bien interprété justement, ils ont bien compris comment l'interpréter. On est justement sur des valeurs qui sont nulles à chier, on est sur des valeurs... Eh, c'est pas ta gamelle ça, c'est mon verre. Non. Stockholm, dis donc. On boit pas mon eau? Bah sans déconner. Stockholm qui vient tenter de boire dans mon verre, quoi, genre au calme, devant moi. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Pourtant t'as de l'eau derrière. T'as les deux gamelles qui sont pleines. C'est une blague ou quoi? Sans déconner. Quel enfer. Ouais mais cette eau elle est plus inhabituelle. Sécurité, je sais pas. Est-ce qu'il a un pull rouge ton chat? Non, pas du tout. Je suis le plus beau. Est-ce que tu es le plus beau mon Stockholm? Du coup je me suis perdu dans ce que je racontais parce que j'ai été interprété. C'est toujours meilleur que dans la gamelle des autres. Bah ouais, faut croire. Hein? Une petite boule. Non, là le verre est littéralement devant moi. Tu vas pas pouvoir boire dedans. Je te jure que non. Merci. Du coup, ça m'a cassé dans ce que je racontais. Oui, non, les codes sociaux sont pourris. Et du fait qu'ils sont pourris, justement, ça transmet un comportement pourri. En fait, il faut quand même reprendre l'idée de base qui est on est dans un monde capitaliste, occidental, colonisateur, et on a ces valeurs-là qui sont continuées encore d'être transmises. Et c'est pas des bonnes valeurs en fait. Le mettre en avant la compétition, mettre en avant la hiérarchisation, mettre en avant le contrôle des autres, et ainsi de suite, c'est pas bon en fait. Et même au-delà de ça, un truc qui moi me fait réagir très régulièrement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'attaque assez régulièrement, notamment des LFistes et compagnie dans mon environnement on va dire proche au niveau de la ville et tout, c'est parce que très souvent ils vont avoir des discours que je trouve mais à chier, du genre non mais nous écoutez on est pour une France grande, une France belle, parce que la France est belle, la France est grande et qu'elle ne doit pas être aux mains des gens d'extrême droite parce qu'on est un pays avec une grande histoire et qu'on doit continuer à faire une grande histoire pour continuer à rayonner autour de nous, pour continuer à montrer la voie aux autres. Pourquoi est-ce que ce discours ne me va pas? Pourquoi est-ce que c'est de la merde? Parce que en fait c'est du nationalisme et du chauvinisme nul à chier. Sauf qu'en faisant ça, tu fais une distinction sociale. Nous, les Français, au-dessus des autres. En plus de ça, tu viens rajouter du coup l'idée qu'on vaut mieux. On vaut mieux que les autres. On est là pour les guider. Non, en fait, non, clairement pas. Ça c'est un discours de droite. C'est un discours de droite de merde. Donc de fait, en fait, t'as vraiment une histoire de codes sociaux qui est très répandue, qui n'est pas mal compris. C'est ce que veulent transmettre les codes sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que dans des discours qui se disent et qui se pensent de gauche, on a ces bails-là qui sont des bails de droite en fait. Mais parce que justement, c'est ce qui est très largement répandu, transmis et du coup reproduit. C'est les codes sociaux qui sont là en fait. C'est les codes sociaux qu'on nous apprend par l'école. C'est les codes sociaux qu'on nous apprend par les films, par les séries, par les livres et ainsi de suite, par les discours politiques et j'en passe. Et c'est pour ça qu'en fait, vouloir mettre en place du nationalisme, c'est de la merde. Tu peux essayer de dire, oui mais écoutez, nous on n'est pas racistes, ceci, cela, à partir du moment où tu fais une distinction entre un petit groupe social par rapport aux autres, parce que là c'est l'idée, hein, un petit groupe social par rapport aux autres, bah en fait tu vas forcément partir sur de la hiérarchisation, et du coup tu vas forcément partir sur des trucs très nuls, autoritaristes, de droite, à chier.
Enfin, ça va avec, en fait. C'est même pas genre une dérive possible. Ça va vers ça. C'est l'évolution logique et naturelle. Le seul pays qui a le droit de faire ça, c'est la Bretagne. Tu fais la différence entre patriotisme et nationalisme. Je comprends qu'on soit pour la France au foot, par exemple. Non, pour moi, c'est la même chose. En fait, tu as le même type de ressort. Effectivement, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même chose. En fait, ça amène à la même chose, pour être précis. Ok, tu commences en te disant, je suis pour la France au foot, par exemple. Oui, sauf que du coup, ce que tu vas mettre en avant, c'est notamment la compétition. La compétition est une manière de mettre en avant un pays et donc une culture par rapport aux autres. Et ça, déjà, ça pue. Et pourtant, tu es juste dans le milieu du sport. Mais ça pue. Déjà, ça craint. Le patriotisme, c'est la porte d'entrée vers tout ça, en fait. Ça craint de vouloir mettre absolument envers et contre tout une nation et un groupe, on va dire, culturel défini par rapport aux autres. Ça pue. On est sur la même putain de planète, en fait. On est tous des humains, tous autant que nous sommes dans nos différents pays. Et le truc, c'est que justement, on est en train de faire des trucs très très cons à différents endroits, et qu'à un moment donné, si on continue d'avoir cette pensée et cette vision-là enclavée de notre petit pays, de notre petit bout de nez, bah en fait, on va jamais aller très très loin, sauf dans la capacité à détruire la planète avec nous, ça oui, ça en sera bon, mais à part ça, ça va pas être très probant. En fait, ça va pas être très probant. Et effectivement, rien que le patriotisme, qui peut sembler pour certains finalement pas très grave, bah, en fait, c'est déjà la porte d'entrée vers des trucs qui puent. Parce que, encore une fois, ça prône ne serait-ce qu'à la base, par la compétition. La compétition, le fait de s'affronter, c'est pas ouf, en fait. C'est pas très très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on prône pas plutôt la coopération? Ça serait déjà plus intelligent. Ça serait quand même tellement mieux. Je sais pas. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut absolument mettre un classement, dire qu'il y en a qui sont au-dessus des autres? Enfin, ça traduit une idée qui est nulle à chier. Donc tu rejettes au maximum le principe entre eux contre nous, qui a pourtant l'air très ancré chez les humains. Pourquoi est-ce qu'il est très ancré chez les humains? Pose-toi plutôt cette question. Est-ce qu'il est très ancré chez les humains ou est-ce qu'il est très conditionné chez les humains? Ça déjà, c'est une différence notable. Ça entraîne beaucoup de choses derrière. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte que non, en fait, c'est pas très ancré chez les humains, mais que par contre c'est très conditionné chez les humains, bah tu te rends compte qu'en fait, ça veut pas dire que c'est un bon idéal. Et effectivement, je vais venir là-dessus, mais Eijin m'a devancé. C'est peut-être pas un très bon idéal, d'un premier point. Et surtout, ça veut pas dire que c'est forcément pérenne dans le temps, puisque si tu enlèves la source de conditionnement, il y a de grandes chances que ça disparaisse du coup. Et effectivement, on peut rajouter un autre truc, c'est que ça, c'est une vision qui est très occidentalisée. Tu te rends compte que la compétition, en fait, c'est absolument pas présent dans beaucoup d'endroits de la Terre. Par contre, c'est effectivement pas forcément des endroits occidentaux. Ça c'est vrai. Et on a une vision, notamment en recherche, qui est très fortement centrée sur l'occidental. Il faut savoir que quelque chose comme peut-être 60 à 70% des productions de la recherche sont produites dans les pays occidentaux avec une vision occidentale. Sauf qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à la vraie répartition de la population. Ça n'a aucun sens, en fait. Et on vient généraliser des soi-disant comportements, valeurs et compagnie qui, en fait, n'ont rien d'universel. Parce que, en fait, non, on le fait sur un groupe social qui, finalement, est assez réduit. Et qui partage très fortement un certain nombre de valeurs, certes, mais ça ne veut pas dire que en fait, c'est très représentatif des humains en général. Et ça c'est un gros problème. Et notamment, ce principe de eux contre nous, c'est quelque chose qui est très fortement répandu et partagé, et encore une fois, qui est conditionné chez les êtres humains occidentaux, parce que c'est les valeurs capitalistes occidentales, en fait. C'est sur ça que nos sociétés se sont construites comme valeurs, donc forcément, on les ancre. Forcément, on vient te l'apprendre par la sociabilisation, ne serait-ce qu'à l'école, où tu es noté, tu es jugé, tu es évalué par rapport aux autres, dans la vie de tous les jours, et ainsi de suite. Je vais faire comment pour apprendre mes cours maintenant? Désolé. Après, toi, tu es en licence, ou tu vas entrer en licence, je sais plus. Je sais que tu es dans ces eaux-là. Mais en gros, ce que tu vas voir en licence, s'ils font à peu près bien leur taf, c'est... Parce que du coup, tu es en licence de psychologie, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai gardé ça en tête. Globalement, ils vont te faire un récap de l'historique, comment ça s'est lancé. Et donc, effectivement, ils vont te montrer toutes ces visions-là, sans les remises en question qui sont beaucoup plus récentes. Je commence en septembre la L1, c'est ça. Là, en gros, ce qu'ils vont te faire, c'est
ils vont pas te prendre en compte les critiques qui sont faites en fait depuis peut-être, qui sont entendues depuis une vingtaine d'années maintenant. Ils vont juste te faire le bagage des 2 derniers siècles en te disant voilà, en Occident ça s'est fait comme ça, point. Voilà, et c'est la vision du monde, point. Par contre, à partir de la licence 3, où normalement tu vas commencer à te spécialiser, le 2e semestre en fait, tu vas choisir une spécialisation, s'ils ont fait un cursus à peu près propre là où tu es, tu vas du coup rentrer dans un truc en particulier. Si tu rentres comme moi dans un cursus de psychologie sociale, là, un des premiers cours qu'on va te dire, c'est hop hop hop, tout ce que tu as appris depuis 2 ans et demi, c'est pas de la merde, mais c'est très fortement discutable. Parce que... Et là, on va venir te dire tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Parce que, en fait, on a totalement invisibilisé les recherches faites dans 70% de la surface du globe. Parce que... ça commence dès le semestre 2 de la L2 pour toi. Ça, c'est très bien. C'est pas si mal que ça. Parce que du coup, après, ça fait un peu court quand tu as un master derrière, juste de 2 ans pour vraiment être formé. Je trouve que ça fait un peu court. Donc, c'est pas plus mal si t'es vraiment spécialisé, en fait, finalement, 3 ans et demi. C'est bien. C'est pas mal. Mais du coup, j'espère que tu auras donc ce bagage-là qui va venir si tu viens en psychologie sociale. Ça va te dire, bon, voilà, en fait, ces recherches, elles ont négligé globalement 70% de la surface du globe. On a réduit la parole des minorités, en fait. On a réduit la parole, par exemple, des différents scientifiques issus du continent africain, du continent sud-américain, d'Asie, ainsi de suite. Donc, en fait, il y a plein de travaux qui sont faits, mais on s'en bat les reins. On les a pas pris en compte. Aujourd'hui, on commence à les prendre en compte, mais du coup, c'est assez critique parce que ça nous montre qu'il y a plein de biais à plein de niveaux, genre vraiment beaucoup. Et du coup, ça nous fait dire qu'en fait, on a fait de la science, mais en fait, en partant avec des mauvais outils. Et donc, du coup, c'est un peu la merde. Voilà. Donc, c'est bon. Cette manière d'enseigner aussi me pose problème. J'ai l'impression que toute notre scolarité, on nous apprend des trucs pour après dire non, mais en fait, c'était pas vrai. Sauf que du coup, t'es conditionné parce que t'as appris pendant 20 ans. Ce qui est un peu dommage. Et en plus de ça, c'est pas forcément le cas parce que du coup, comme t'as appris pendant 20 ans une certaine manière de voir, tu peux tout à fait quand même traduire même le discours qui va te dire non, en fait, c'est de la merde, comme en fait, si, tout va bien. Ce que j'ai déjà vu. Très régulièrement dans ma formation en master, j'ai eu des gens qui m'ont dit du coup, et des enseignants, notamment une enseignante en particulier qui était une vraie sombre merde, qui me disait non mais c'est sympa quand même les travaux qui sont faits par exemple en Inde, mais en vrai ils n'ont pas le bagage et ils n'ont pas le recul nécessaire et puis c'est très parti pris, ils ont des idéologies, ils font ce qu'ils peuvent en même temps, mais bon ils sont sous-développés quoi. Et toi t'es là et tu fais ah ouais. Et toi, tu es psychologue social. Tu es chercheuse en psychologie sociale. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Très bien. Et parce qu'elle n'a pas parti pris. Eh ben non, elle n'a pas de parti pris. Elle fait de la science pure, neutre, évidemment. Donc même en venant faire finalement un enseignement qui va te dire attention, en fait il y a des gros biais tout le long de la création de la connaissance jusqu'à maintenant, et il y en aura d'ailleurs toujours, même ça peut ne pas du tout être pris en compte et complètement passer à la trappe, hein. C'est tout à fait possible, hein. JPP, des chercheurs racistes qui croient en une science objective. Alors mais elle est encore plus haut niveau, parce qu'elle, en plus de ça, elle vient te raconter qu'en fait si tu veux tu peux. Elle croit en la méritocratie. Elle est psychologue sociale du travail des organisations. Et elle croit que la méritocratie. Vous voyez le petit problème ou pas? Elle a fait des études qui, cette personne a fait des recherches qui sont mondialement utilisées, parce qu'en plus c'est pas Jean Mich random, hein, c'est une prof assez connue et une chercheuse assez connue. Elle a fait des recherches qui consistent à montrer qu'en entreprise, la tenue vestimentaire a un impact sur le salaire, a un impact sur ce qu'on va te donner comme mission, que ton genre va avoir un impact encore plus fort et qui va être renforcé en fonction de tes vêtements, en fonction de ta coupe de cheveux et compagnie. Mais elle te dit que la méritocratie, ça marche.
C'est beau quand même. C'est quand même un niveau qui te dit, mais madame, s'il vous plaît, lisez votre étude. Vous montrez des choses. Vous démontrez des choses. Et non. Et elle te dit oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Mais quand même quoi? Mais quand même quoi? Quand t'as les preuves qui te montrent par A plus B que non, ça ne marche pas. C'est quoi le quand même? Oui, mais quand même. Oui, mais quand même quoi? Enfin, ah! Voilà. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais passé un très très bon master? Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais adoré mon master? Vraiment, c'était trop bien. Je n'avais pas du tout envie de fracasser tellement de gens. Pas du tout. Pas du tout. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là là. Ah, bref, vous avez l'idée. Je sais plus pourquoi est-ce qu'on est parti sur ça à la base. Je sais plus du tout pourquoi est-ce qu'on est parti sur ça à la base. Mais bon, voilà, c'est infernal. C'est infernal. Je reprends le texte un petit peu, puis on va couper là-dessus parce que ça fait quand même un bon moment. La VOD, ça a été fait à 14h30. Il est 16h. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, je vais finir le paragraphe et on va couper la VOD là-dessus. Leur personnalité n'est pas non plus étrangère à cette façon de voir les choses, étant donné qu'ils ont généralement une faible ouverture à l'expérience et un caractère consciencieux qui les pousse à opter pour une conformité sociale. Ils ont pour valeur une tendance à adhérer à la conformité, au traditionnalisme, à la sécurité selon la taxonomie de Schwartz. Ils rejettent l'universalisme, la bienveillance, l'autodétermination. L'autorité est caractérisée à la fois par une forte soumission aux autorités, tout en exprimant une agressivité autoritaire, une punitivité envers ceux qu'ils considèrent comme ne pas respecter les conventions. Et on s'arrêtera sur ça. Petite fouleur de YouTube, j'espère que tu as apprécié la VOD, on a beaucoup digressé, donc, mais c'était bien, on va s'arrêter là et évidemment on se retrouvera pour une prochaine VOD. Des bisous, petite fouleur de YouTube, ciao ciao ciao.